enchaîner, on va parler de culture. Ça tombe bien, on est à la Cité de la Culture. Donc c'est le bon endroit pour ça. Je vais appeler nos prochains panélistes, comme je le disais. Je vais appeler, donc le panel, c'est quel modèle économique pour l'entrepreneuriat culturel et artistique en Tunisie. J'appelle Monsieur Shiran Ben Abdelrazir, directeur exécutif Fondation Rambourg Tunisie. J'appelle Madame Wafé Belgesem, CEO de Culture Funding Watch. Et j'appelle Amir Hamami, de la fondatrice de Coin Tipeee. Voilà. Salut, bonjour. Marhaba. Et on va enchaîner, comme je le disais, donc, avec ce sujet qui me tient à cœur. Il y a une loi pour ça, on parle beaucoup de mécénat, on parle de culture. Moi je disais, Lyoum, c'est la grande messe de l'entrepreneuriat dans le temple de la culture, donc, qui est la cité de la culture. On va commencer rapidement peut-être par des présentations pour que vous découvriez vos panélistes. Et je vais commencer donc avec Shiran, puisqu'il est en minorité. À moins que tu considères que je suis dans le panel, mais je ne suis pas. Donc Shiran Ben Abdelrazir, qui est directeur exécutif Fondation Rambourg, Marhaba bik. En deux mots, Shiran, Fondation Rambourg. Alors la Fondation Rambourg, c'est une fondation de philanthropie familiale qui a été fondée en 2010 et qui a commencé à s'installer en Tunisie à partir de 2015 avec quelques projets très notables dont vous avez certainement entendu parler. L'éveil d'une nation au palais de Ksar Saïd, qui était une exposition absolument formidable qui retraçait toute une période 1830-1871. Et puis l'année dernière, le Centre culturel des arts et métiers de la montagne, Ajbel Semem à Gasserine, qui est un centre qui combine à la fois action culturelle et action entrepreneuriale dédiée à l'artisanat. Voilà, donc ça c'est à peu près pour ce qu'est la Fondation Rambourg, on va y revenir. Coin Tipeee à l'autre bout, de mon côté. Donc Coin Tipeee. D'abord, Amira Hamami, je suis artiste plasticienne et visuelle humaniste. Tout à fait. J'ai fondé Coin Tipeee, c'est un centre de formation alternative de production littéraire et plastique par les enfants. Ce sont les enfants eux-mêmes qui produisent des livres et les produits dérivés du livre, notamment le e-book, la réalité virtuelle, les gaming, inspirés du livre qu'ils ont eux-mêmes écrit. Très bien. C'est légal ? Bien sûr que c'est légal. Peut-être que certains vont croire que vous exploitez les enfants. C'est pas du tout ça, c'est ludique. Je suis contre. Voilà, c'est ludique, c'est une manière d'apprendre. C'est un accompagnement, c'est un travail d'accompagnement. Tout à fait, Amira Hamami, donc fondatrice de Coin Tipeee, et Wafé Belgesem, à ma droite, CEO de Culture Funding Watch. Alors c'est quoi Culture Funding Watch? Culture Funding Watch, c'est une start-up tunisia qui est... Ah pardon, j'aime bien taquiner Shiran, je vais l'embêter. C'est une... Et donc je dis, c'est une start-up tunisienne qui est d'ailleurs la seule dans la région MENA, qui est spécialisée dans la veille, l'accompagnement, dans la mobilisation de ressources. J'insiste sur le mot mobilisation de ressources, c'est un argent de discussion parce que c'est différent seulement du fundraising. Bah tiens, on va commencer avec ça. Pourquoi allez, mobilisation de ressources. Okay. Va te le faire tant qu'il est chaud. Ouais, attends, la mobilisation de ressources, c'est un secteur qui est beaucoup plus vaste que la subvention, ou elle a un autre outil de levée de fonds, un autre outil de ressources, d'autres types de ressources, elle est où le prêt. Par exemple, tout à l'heure, on parlait beaucoup de prêts, microcrédits, etc. Donc, pour moi, en tant que spécialiste de la mobilisation de ressources, toute ressource disponible, elle peut prendre la forme d'une assistance technique, elle peut prendre la forme de ce qu'on appelle dans notre jargon le in-kind contribution, donc la contribution en nature. Et mon rôle, c'est de conseiller mes clients sur un montage financier qui allie tous ces outils, parce qu'il en va de leur durabilité. Donc notre objectif, les services qu'on propose, en fait, on travaille sur 3 piliers. Le premier, c'est l'accès à l'information. Il n'y a pas un one-stop shop où tu peux avoir l'information qui finance quoi, où tu trouves les opportunités de financement pour le secteur culturel créatif. Donc pour ça, vous avez culturefundingwatch.com, vous arrivez sur notre page d'accueil. Il y a à any given time, pas moins de 200 open opportunity moujuda sur la plateforme, c'est gratuit. Le deuxième, c'est la veille et l'accompagnement sur la maintenant mobilisation de ressources. Donc du conseil sur les montages multi-resources
Et enfin, la formation, l'accompagnement dans la levée de fonds et la mobilisation de ressources elle-même. Tiens, une question rapide justement à la salle. شكون منكم intéressé خاطر برشا quand je dis شكون اللي عنده فكرة ولا il va entreprendre presque أغلب comme assez te dit comme qui a envie d'entreprendre dans la culture et dans l'art. Voilà. Déjà c'est pour avoir une idée sur la salle. Voilà, c'est bien. Donc il faut bien leur expliquer comment ça se passe ou quelques pistes. Justement, la Fondation Rambourg, elle va vous le rendre. Shiran, la Fondation Rambourg, déjà, c'est quelque chose que vous savez faire, mobiliser des ressources. Mais derrière, vous êtes généreux avec ces ressources également. Et justement... Et exigeant tout de même. Hein? Et exigeant. Et exigeant, bien sûr. Cela va de soi. Shiran, donc tout simplement pour rebondir sur ce qu'il disait, sur cet intérêt qu'a la salle, alors quel modèle économique justement? C'est un peu notre question pour l'entrepreneuriat culturel et artistique. En fait justement, ça tombe très bien parce que j'aurais voulu entrer sur ce point. Parce que on hérite d'une... Généralement quand on parle culture ou qu'on entend le mot culturel, on a tout de suite tendance à penser subvention ou gratuité ou modèle gratuit. Or, en fait, si on parle d'entrepreneuriat culturel, il y a un moment où ça coince, ça ne peut plus fonctionner. Donc, en fait, il faut réfléchir, et c'est pour ça que je trouve le thème de ce panel intéressant, quel modèle pour l'entrepreneuriat culturel? À mon avis, il faut aller plutôt vers un modèle mixte, mais la question principale, c'est comment est-ce qu'on crée de la richesse à partir de la culture et de l'art? Parce qu'à la fin, c'est ça. L'entrepreneur, c'est celui qui va mobiliser des ressources pour produire quelque chose qui, à la fin, in fine, va produire de la richesse. Or, en fait, ce qu'il faut distinguer principalement, c'est le créateur, l'artiste et l'entrepreneur culturel. C'est pas la même chose. Généralement, on a tendance à les associer ou à les amalgamer. Mais en fait, il y a une vraie distinction entre les deux. Le créateur produit de la création, de l'art, de la culture. Un peintre, une peinture qui peut être ou non revendue ou mise sur un marché et produire de la richesse. Mais l'entrepreneur culturel, parfois ils sont le même, mais pas toujours, et il vaut mieux distinguer. L'entrepreneur culturel, lui, va accompagner le créateur ou aider le créateur et canaliser ses créations pour justement engendrer un marché et faire tout ce que doit faire un entrepreneur en fait. Et la même question, alors derrière, juste faire un petit tour de panel par rapport à ça. Selon vous, Amira, quel business model pour l'artistique, pour le culturel? Il me semble que là, la question, elle est d'actualité. C'est la question de l'éducation. L'éducation aux valeurs, l'éducation aux arts, qui doit s'attaquer déjà à la racine. Parce qu'actuellement, nous vivons une crise d'éducation, on ne peut pas la nier. Donc, introduire l'éducation aux arts, introduire l'échange avec les artistes dans nos établissements, dans nos entreprises est primordial actuellement pour aller dans une dynamique créative, pour aller dans une dynamique qui active l'esprit critique des enfants et même des employés au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que l'échange avec les artistes peut être aussi efficace même au niveau de l'entreprise. Je pense que cette coupure qu'il y a avec le monde culturel doit se résoudre. Et on est dans l'urgence de cet échange-là, de trouver un échange et un travail de partenariat avec les artistes. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que justement, j'ai mis en place une pédagogie qui s'appuie sur le bonheur. Le bonheur de vivre, le bonheur d'échanger, le bonheur de vivre des expériences d'échange, de connexion avec la spiritualité, avec la nature, avec les artistes, pour pouvoir produire, pour pouvoir aboutir à un produit qui est le livre. C'est un véritable challenge. C'est pas du tout un produit commercialisable de toute façon de nos jours. Donc, comment faire de cette éducation aux arts un stimulant vers la production d'un produit qui peut être commercialisable. Voilà. Je me tourne vers vous par rapport à comment ça se passe en fait concrètement. Moi, ça m'a interpellé par là où Emile a commencé. Elle a dit justement, ça bouge beaucoup en ce moment. Est-ce que vous trouvez que ça bouge vraiment? Est-ce que ça bouge dans le bon sens? Et quels moyens ils ont tous ces jeunes qui seraient intéressés par cet entrepreneuriat culturel
artistique, mais en fin de compte, est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'ils peuvent vraiment rêver d'en faire aujourd'hui dans notre pays? Quels outils, quels moyens? On sait qu'il y a des lois, c'est bien beau. On a parlé depuis ce matin qu'il y a toujours de bonnes lois. Il y a une loi sur le mécénage, je ne sais même pas s'il y en a qui en ont profité. Peut-être Rambourg, si un peu. Même pas? Non, le problème de cette loi, c'est qu'elle est soumise à une commission qui ne s'est jamais réunie à ce jour. Donc. Voilà. Deux petites remarques sur le modèle économique. Il y a deux choses qu'il faudra prendre en considération quand on parle d'un modèle économique dans l'entrepreneuriat culturel et créatif. J'insiste à réunir les deux. Il n'y a pas... la complexité dans notre secteur fait qu'on ne peut pas parler d'un modèle économique dans l'entrepreneuriat culturel parce que ça dépend du secteur et du sous-secteur dans lequel on évolue. Je prends par exemple, si on est dans l'industrie du spectacle vivant, je prends un exemple dans l'industrie du spectacle vivant, on dit en pièce de théâtre. Le produit, pour qu'un produit à vendre, qui est une pièce de théâtre, le cycle de vie de ce produit peut aller jusqu'à 1 année. Or, quelqu'un qui fait, on va dire, on prend l'industrie de le painting, une peinture peut prendre 1 mois seulement. Donc du coup, le modèle économique, il est multiple et variable. Deuxièmement, même le modèle économique au sein même d'un même secteur, il est evolving. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Shiran. Effectivement, le principe, c'est d'avoir quelqu'un qui bring in le savoir et la compétence de développement, de gestion, etc., avec l'artiste qui a le savoir-faire. En revanche, la réalité du terrain aujourd'hui, c'est qu'au démarrage, on fait les deux. Quand on démarre, on n'a pas les moyens, à moins, bon, après, monter la start-up, faire venir les deux compétences ensemble, ça, c'est le scénario idéal. Aujourd'hui, le terrain, le développement de l'entrepreneuriat commence par une personne qui fait tout, généralement. Mais le challenge, d'ailleurs, la réussite, ça serait comment vous passez de ce modèle où vous faites hockey wa hariri, et ce qui est normal, on a tous commencé par là, et planifier ça à un modèle où vous faites venir les compétences qui vous permettent de grandir. Aujourd'hui, quand on parle d'une galerie qui m'a Christie's, qu'est-ce qui fait que cette galerie, elle est le plus grand vendeur de pièces d'art dans le monde entier? Aujourd'hui, quand il y a un Van Gogh à vendre, c'est les Christie's. Vous imaginez quelle est la marge de profit qu'ils font là-dessus? On est capable de faire une chose pareille en Tunisie, évidemment. Mais le Christie's, elle arrive à ce niveau de professionnalisation parce qu'il y a l'artiste qui travaille, mais il y a une armada de savoir-faire et de compétences qui existent dans l'écosystème. D'où la transition à ma remarque, c'est que si on veut aujourd'hui soutenir réellement l'entrepreneuriat culturel et créatif en Tunisie, il ne faut pas développer des stratégies de soutien uniquement aux projets eux-mêmes, mais il faut également travailler sur l'écosystème. C'est-à-dire que Enti, comme entrepreneur culturel, tu as besoin de quelqu'un qui fait, par exemple, ce que je fais moi. D'ailleurs, quand j'ai créé Culture Funding Watch, c'était parce que j'ai senti qu'il y a un besoin. Une personne qui est en train de monter son entreprise n'a pas le temps de savoir qui finance quoi. C'est un travail à plein temps. Donc, il faut qu'on trouve les gens, il faut qu'il y ait dans l'écosystème des services qui permettent à ces jeunes entrepreneurs d'avancer vers l'avant. Voilà. Shiran, je vois que tu as envie de jump in. Justement, par rapport à ça, par rapport à ce qu'il Non, oui, je voudrais rebondir sur ce que dit Wefé à Khatar. En fait, ce qu'elle dit est très juste, mais à mon avis, il faut absolument que ceux qui voudraient se lancer dans la culture et l'art, dans l'entrepreneuriat culturel et artistique, prennent en considération qu'ils vont devoir créer de la richesse d'une manière ou d'une autre. Ils ne peuvent pas uniquement se reposer sur des demandes de subventions. À la Fondation, je reçois à peu près, je ne sais pas, des centaines de demandes de subventions par an, littéralement des centaines, qu'on traite quasiment toutes. Sauf que la plupart du temps, quand le dossier est traité et qu'on passe cette étape-là et qu'on rencontre la personne, on se rend vite compte qu'il manque des dimensions, justement, la dimension entrepreneuriale manque souvent. C'est-à-dire que il y a le besoin, il y a la demande d'argent, mais après, quoi en faire? Comment transformer l'essai? Faire projeter, en fait. Et tout ça, c'est des compétences, et c'est là où je voudrais arriver, qui s'acquièrent. C'est pas de l'acquis, c'est quelque chose qu'on apprend. Et aujourd'hui, il y a plusieurs incubateurs qui sont en train de se créer, qui vont être plus ou moins dédiés aux industries culturelles et créatives. Il y en a un qui est hébergé dans la Cité de la Culture. Il y a le Biatlab qui est aussi ouvert à certaines formes d'ICC, plus ou moins, surtout entourant le gaming et ce qui concerne le gaming principalement. Il y en a 2 autres qui ne sont pas encore déclarés mais qui sont en train de s'ouvrir. Et il y a 2 formations qui vont bientôt arriver aussi, professionnalisantes, qui vont permettre justement de façonner un peu cet écosystème dont parle Wefé et qui nécessite des skills en fait, qui a besoin de compétences pour pouvoir réellement faire aboutir quelque chose.
Merci. Comme vous voyez, par magie, là, on vous entend mieux. Là, j'entends mieux vos réponses. Je vais pouvoir rebondir un petit peu mieux. Alors, de toute façon, il ne reste plus beaucoup de temps et on est ceux qui les séparent de leur déjeuner. Donc, Elvira, peut-être Habit un complément par rapport à ce qu'il disait. Sinon, votre vision un peu de ce business model, comment les inspirer, comment ils peuvent se lancer, démarrer comme vous avez eu l'occasion de le faire. Il faut vraiment y croire. C'est-à-dire que, généralement, comme a dit Shiran, la culture, elle est liée au bénévolat, elle est liée à la gratuité. Il faut vraiment y croire et surtout travailler avec des partenaires qui dépassent les artistes, des partenaires qui pourraient collaborer pour l'entrée dans le marché. Voilà. Mais il faut y croire. Justement, Kal Shiran, je l'apprends de vous. Donc, tout à l'heure, il a dit ça, d'accord. Il a dit que c'est un peu le bénévolat. Oui, je suis d'accord, mais justement, est-ce que l'entrepreneuriat culturel, artistique ne souffre pas un petit peu de cette image d'intermittent du spectacle ça n'a rien à voir, il n'est pas entrepreneur, mais vous voyez un peu l'image que je veux vous envoyer d'un coup, que non, ça peut être un bon business, ça peut être excellent, ça peut être... Enfin, justement, c'est ça ce que j'ai envie de dire, qu'ils peuvent vivre de ça, qu'ils peuvent lancer d'excellents business dans la culture. On est à l'ère de l'image. On est à l'ère de l'image. Actuellement, on est à l'ère de l'image et du spectacle. Donc le terrain s'y prête. Ouais. On est parfaitement bien situé, je pense. D'accord. Je voulais justement rebondir sur ça. Justement parce qu'il faut dans l'écosystème des gens qui connaissent comment ça marche pour aider. Parce qu'il ne suffit pas de leur dire oui, il y a de l'espoir. Dans l'écosystème entrepreneurial ou dans l'écosystème d'entrepreneuriat culturel? L'entrepreneuriat culturel, je parle de ce que je connais. Est-ce qu'il y en a un aujourd'hui? Oui, on est en train de travailler dessus, il y a plusieurs acteurs, donc c'est embryonnaire. Sauf que ce que je voulais vous dire, c'est il faut des skills qui savent. Par exemple, pour nous, justement, on souffre de cette image de l'intermittent. Quand j'en parle avec des investisseurs potentiels, pourtant je parle quand même pas mal leur langage, mais parce que je m'appelle Culture Fund, déjà il y a un blocage, je le sais. Mais moi c'est un peu, ça c'est du militantisme. Mais mon travail, parce que je travaille sur la question de la mobilisation de ressources dans l'écosystème, mon travail, ce n'est pas uniquement venir vous voir ou voir les entrepreneurs et leur dire voilà, il y a un appel à projet, il y a telle personne qui finance et je vais t'aider. Ce n'est pas que ça. On travaille sur les deux côtés, les deux ends. L'Inde, quand il y a le call, quand il y a le bailleur de fonds disponible, mais il y a tout un travail d'éducation de bailleurs, c'est-à-dire faire venir d'autres investissements dans le secteur. Et ça, c'est un travail de pro. Donc je reviens à cette question de la primordialité pour la survie de ces jeunes entrepreneurs qui aient une vraie stratégie d'accompagnement et d'appui aux acteurs dans l'écosystème. Qu'est-ce qui manquerait, Sheila? Est-ce que tu veux rebondir? Juste en fait 2 chiffres. L'entrepreneuriat culturel, les industries culturelles et créatives dans le monde, c'est 2000 milliards de dollars de PIB mondial et 1% de la population mondiale en termes de postes d'emploi en fait. En France, c'est une industrie qui est devant l'industrie automobile. C'est-à-dire que c'est des chiffres, c'est un vecteur de richesse et d'économie. Encore une fois, malheureusement, on est dans une étape en Tunisie où on a trop l'image interventionniste et subventionniste, en fait, où c'est quelque chose de gratuit, duquel, en fait, la culture de Taleb, en fait, l'économie de la culture, c'est juste de la demande et de la subvention. Et ça, en fait, c'est aux jeunes entrepreneurs culturels de changer ça et de se dire non, on est entrepreneur, on va créer de la richesse, on va créer des écosystèmes économiques. Est-ce que c'est facile de le changer quand on sait que parfois l'argent c'est le nerf de la guerre et parfois on en cherche? Et si la façon d'en chercher depuis toujours dans notre pays, c'est d'aller justement demander des aides et des subventions, comment faire que cette jeune génération puisse aller chercher des façons plus compliquées? Justement, il faut... À première vue, plus compliqué parce que... Et en fait, c'est plus simple de créer de la richesse que de demander de l'argent. Et c'est ce shift de mentalité qui doit être effectué, en fait. Oui, juste par rapport à ça, merci d'avoir soulevé ça. C'est-à-dire être... c'est pas Taleb, parce que quand on regarde, il y a pas mal dans les autres secteurs, Fleha, etc., il y en a beaucoup qui ils vivent avec des grants. Donc, c'est pas quelque chose qui est spécifique au secteur culturel. Mais malheureusement, on est beaucoup plus stigmatisé que d'autres secteurs. Ce que je voudrais aussi attirer l'attention, par exemple, comment faire, il faut qu'on soit solidaire. C'est-à-dire un certain niveau de maturité et d'efforts collectifs aussi à faire.
Par exemple, je vous invite vivement, par exemple, Kima Qal Shiran, c'est très pertinent de parler de chiffres. Combien on pèse dans l'économie, que ce soit régional. Mais ahna, en tant que secteur, on est les seuls. Ma andi hatta chiffres. Même si je veux aller par les convaincre une banque pour lui dire, écoutez, développez des outils de prêt spécial pour notre secteur. Mais je n'ai aucun argument. Pour ça, j'en profite de faire un appel à tout le monde. J'ai créé sur le net quelque chose qui s'appelle l'index des entreprises culturelles créatives, un outil online, نكتبوا الداتا متاعنا يخرج automatiquement les statistiques et c'est gratuit pour tous ceux qui contribuent. Je معناها واللي عندك data كان صحافي كان chercheur. Il faut alimenter. Est-ce qu'il faut que les gens s'inscrivent? Oui, يكتب معناها كيما des questions طلعونا وليو se transforme en indicateur. Et وهذوك متولي statistiques gratuits. Je l'ai fait راهم عملته avec mes moyens, zéro financement. Donc design ماهوش مزيان برشا اعطينا ستات الساعه يسمعونا ومن بعد on lève des fonds pour la version 0. D'ailleurs, un message pour les jeunes entrepreneurs. Vous pouvez démarrer avec un tout petit truc. C'est-à-dire l'index, j'ai pas le temps. On n'a pas le temps d'attendre. Il ne faut pas qu'on attende. On est un secteur qui vaut la peine. On est nombreux, mais on ne se connaît pas. Et c'est le moment de se mobiliser. Remplissez l'index, il est gratuit. Je ne fais pas de business derrière. Pour rien, mais c'est pas pour rien. Parce que je sais combien c'est important. Voilà, pardon. C'est un peu comme le Tunisian Startup Index maintenant, c'est un peu ce que fait IoT, Entrepreneurs of Tunisia. Ils m'ont inspiré, pour l'industrie créative. Tout à fait. Bah, tiens, Emina, je quand même marque parce que un type dit, et quand tu dis, justement, là, باش نرجع على l'importance de la formation pour les jeunes. Là, par exemple, j'ai été pendant 3 jours formée pour Riyad Awards. Franchement, ça change la vision. Et tu as une vision entrepreneuriale et du coup, tu as des idées qui sont plus claires, tu as un écosystème qui vient autour de toi. Et donc là, tu prends ton courage à deux mains et tu avances. Donc l'importance de l'incubation, l'importance de la formation aussi, pour nous, jeunes, c'est vraiment capital quoi, pour avancer, pour aller de l'avant. Parce qu'on a tellement de rêves, il faut les structurer. Bravo Emile, bon courage pour Riyad Awards. C'est tout le mal que je vous souhaite. Demain c'est les demi-finales, Badrodoa c'est la finale. Inch'Allah marboua. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Les habibi fay haja. Un complément? Anything? Nothing? Parfait. Il faut faire vivre la culture. Il faut que la culture vive. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous. Merci pour votre patience. Je vous libère pour le déjeuner. Chéria Taïba, on se retrouve dans 1 heure. On se retrouve dans 1 heure pour la suite du programme. Là, je me colle comme on va parler accompagnement entrepreneurial, un métier méconnu en émergence. On va parler des leaders de demain, les leaders éclairés de demain et les compétitions à ne pas rater à 16h, les compétitions pour faire décoller votre projet entrepreneurial.